Soirée du festival Altérité. On va voir ce soir un film qui se passe au Cambodge, qui s'appelle Mir. Pour en parler du film, on pourra échanger avec Laurent Pelé, délégué général du festival du film ethnographique. On aura ensuite un court-métrage du Wapikoni Mobile, dont, pour ceux qui étaient là cet après-midi, c'est une structure dont j'ai déjà parlé, mais on vous en dira quelques mots. Un film qui s'appelle Blocus 138 et Marine Ista, à côté de moi, vous dira quelques mots sur le contexte du film, parce que je pense qu'on n'a pas besoin de la voir avant, mais c'est intéressant de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans ce film. Et à l'issue de la projection, on aura surtout cette rencontre avec Fiol et Longo, qui nous fait l'immense honneur d'être là. Moi, je suis impressionnée par des ethnologues qui prennent les rênes et décident d'agir, de passer de l'autre côté. Qui est directrice de Survival International France, d'une ONG qui vient au secours des peuples autochtones. Et vous aurez l'occasion d'échanger à l'issue de la projection. Je passe la parole à Marine, qui va présenter, comme d'habitude, les archives de la Fabrique et de Normandie Images. Donc, bonsoir à tous. Tout d'abord, la pastille de la Fabrique de patrimoine en Normandie, qui est extraite du fonds Bourdin. Donc, c'est tourné en 9 mm 5. Donc ici, on est en 1957 et on y voit les employés de la scierie Bourdin, qui est située à Flers, qui coupent des arbres en forêt et transportent leurs troncs ensuite. Et donc sur la pastille fournie par Normandie Images, que nous remercions, donc ce sont des images tournées en 8 mm, qui sont tournées par Pierre Cordier, qui est technicien de radio et de télévision. Il est né dans l'Eure. Et nous sommes ici en 1958. Il est appelé du contingent en Algérie. Et il est stationné dans la région pétrolière de Hassim et Saoud, dans le désert du Sahara, avec son régiment de télétransmission. Donc il tourne de petits films qu'il envoie à ses parents, qui les montrent ensuite autour d'eux. Donc ici, on voit les bâtiments ainsi que les puits de pétrole de la Compagnie française de pétrole Algérie, CFPA. Et donc c'est une filiale en fait de la Compagnie française des pétroles. On aperçoit même un puits de pétrole de SN Repal, Société nationale de recherche et d'exploitation de pétrole en Algérie, donc qui est la société qui a trouvé en premier le pétrole dans cette région, en Algérie tout court, et donc dans le Sahara, dès juin 1956. Et donc c'est la raison pour laquelle les appelés du contingent sont stationnés dans cette région pour assurer le maintien de l'ordre
et pour empêcher toute tentative de blocage, de soulèvement ou même de sabotage de la part du FLN. Et donc cette découverte du pétrole dans la colonie française de l'époque pousse la France à se battre de plus en plus pour garder le contrôle sur la région, pour ne plus avoir à dépendre entièrement des importations de pétrole. Donc Normandie Images souhaite remercier Pierre Cordier pour ces images. Bonne projection. Mình đợi khai bận gian cái mình hở ăn búa. Nào phải bằng ba hay chiếc, chỉ đi bùn rọt thái sọc lực sọc lan, police thì hiền bùn rọt tù hè. Chan dan tah pun thong khai lah, boy nam lah re. Tu khai ber khaiไปkhaiไปđó, benar lah một lão jan re. Mày ít hồi tặng thuốc mà này, ta phu ta lâu, hè ta tập yar, cũng nhanh hè ta cha, hắn chất đã bon với cứ chơi đọc anh kia mà màu. Một người ba người lươn nữa, một cái người chỉ ngọt, một chiếc nào cực chơi hôm kia. Kan lah ini nak mereka ket ke mana cu nak ke Indonesia ni kembang dan kebelan mohon teu kemai oh am pala hai am kembang nak mai punya nào ko nak mu teu kemai oh Hang mana berulat ni? Lama hari tu berah lek ya. Ha? Quand on veut se faire entendre, il faut toujours faire des blocus, il faut faire des barricades, il faut faire des manifestations. Moi, je ne veux pas laisser en héritage ça à mes enfants. S'ils veulent se faire entendre, ils vont encore ériger des barricades. Non. Donc, vous êtes prête à défier la loi, finalement? Oui. Et ça, La loi et l'abus de pouvoir.
Mais il y a quand même des dangers d'outrage au tribunal. Ça sera encore quelque chose qui serait contre vous? Vous savez, avant l'arrivée des premiers Européens, je dirais, on n'avait pas ces genres de lois-là. Il n'y avait pas de loi. Je sais pas sur quelle loi je peux défendre nos droits, je sais pas. Là, vous êtes probablement au courant de l'ordonnance déjà. Alors, je vais juste faire comme hier, je vais la remettre à qui de droit. Puis j'en ai des copies supplémentaires pour les autres, OK? Et je les dépose par terre comme c'est inscrit dans l'ordonnance, OK? OK, comme hier, comme ça ici, OK? On va allumer le feu, OK, je vous remercie. Bye-bye. La dite injonction ordonne aux défendeurs de s'abstenir de bloquer ou de nuire de quelque façon que ce soit au libre passage des personnes et des véhicules sur la 138. Oh, marionnette! 가위로 되겠지만 이것도 나는 되게 된다. 잘못 내가 목대는 거 많았지 지고 저 그때 뭐 해지고 저 그때도 스토나 별도 되서 보고도 뒤가 나오지 참이 요. C'est ça, une autre Wagen! Les spontanes et les bateaux de vie! Voici maintenant de droit, pas l'argent! Pas l'argent! On veut rien savoir, l'argent c'est nos enfants! وسمت J'entends encore sans cesse les cris de rage et les pleurs de désespoir des miens. J'ai vu des femmes défendre la mère terre avec des chants de paix. J'ai vu mon peuple se faire refouler sur ses propres terres par des étrangers casqués. J'ai vu des aînés verser des larmes de fierté oubliées. Comment défendre notre héritage et l'avenir de nos enfants contre ces géants de l'argent? Je pleure pour toutes les rivières qu'ils détourneront, pour toutes les forêts qu'ils saccageront, pour toutes les terres qu'ils inonderont,
pour toutes ces montagnes qui disparaîtront. Je leur dirai du plus profond de mon âme toujours non. Donc le Wapik Mobile, c'est un studio mobile au Canada, donc une fondation qui part à la rencontre de ces Premières Nations et qui leur permet qui permet notamment aux jeunes d'avoir un outil de transformation sociale qui est très fort. Voilà, un outil de revendication à travers cette dimension artistique, parfois des courts-métrages d'animation ou des courts-métrages films comme celui qu'on vient de voir tout de suite. Donc Marine a fait donner quelques éléments du contexte quand même de cette deuxième, de ce court-métrage. Donc brièvement déjà un petit rappel de la situation au Canada. Donc les Premières Nations, ce sont les peuples autochtones. Donc, il y en a 3 qui sont reconnus par la Constitution canadienne, les Amérindiens, les Inuits et les Métis. Donc, d'après le recensement de 2016, ils représentent 1,7 million habitants du Canada sur 35 millions. Donc, dès le 19e siècle, ils font l'objet d'une politique d'assimilation. On les regroupe dans des réserves, on les fait s'inscrire sur des listes, on supprime leurs régimes politiques ancestraux, on leur impose un système de conseil en bande avec des représentants qui sont les seules autorités reconnues par le gouvernement fédéral. Donc on évince les chefs héréditaires et traditionnels. Les enfants sont scolarisés à l'occidental, etc. Mais c'est à partir des années 1970 que les autochtones prennent conscience vraiment des enjeux territoriaux et l'importance qu'ils ont à conserver leurs terres ancestrales quand ils s'élèvent pour la première fois contre un projet de gazoduc dans l'ouest du Canada. Et à partir de cette période, les accords entre les gouvernements, d'abord provinciaux, puis avec le gouvernement fédéral, se multiplient et ils prennent conscience et ils se lancent vraiment dans le combat pour définir les droits fonciers sur leurs terres. Donc en 2004, il y a un arrêt et un jugement qui force le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux à les consulter avant n'importe quel projet d'envergure, de développement sur leurs terres ancestrales. Mais aucune entente formelle et concrète n'est obligatoire, c'est seulement une consultation, ils sont libres de ne pas en suivre les résultats. Donc plus précisément autour de ce court-métrage, c'est le blocus 138, fait référence, comme vous avez pu le deviner, à une route 138, bloquée donc par la communauté Innu de Ushut Mak Mani Utenam, donc en opposition au projet de développement minier et hydroélectrique dans la région, donc le projet de Hydro-Québec. Ils se battent depuis très longtemps, comme vous avez vu au début dans l'introduction, contre ce projet. C'est le 3e blocus sur cette route. Ils font l'objet d'accusations d'outrage au tribunal. Donc c'est pour empêcher un projet sur une rivière. Donc le problème ici, c'est que les conseils de bande ont voté pour, ont accepté, notamment par une compensation, parce que quand ils n'arrivent pas à trouver un accord, ce que proposent les gouvernements et les grandes compagnies pétrolières, minières, etc., c'est des compensations financières. Donc là, ils ont proposé en 2014 75 millions de dollars. Donc c'est de ça dont ils parlent quand ils disent « pas l'argent, nos enfants ». Ils refusent ces compensations financières, mais les conseils de bande les acceptent, d'où le blocus et l'opposition au sein même des communautés. Excusez-moi. Donc ça compte en 2014, donc il y a un nouveau référendum qui est organisé. Le 4e n'a pas eu lieu, c'est tranché par les tribunaux. C'est la première fois que plusieurs communautés unies ont porté l'affaire devant un tribunal ensemble, contre Hydro-Québec. Mais en 2018, il y a eu d'autres blocus organisés, toujours contre Hydro-Québec, par d'autres communautés unies. Et ça continue même encore aujourd'hui. Vous l'avez peut-être vu récemment, que dans l'ouest du Canada, il y a les Wet'suwet'en qui se sont opposés aux gazoducs, qui ont bloqué les voies ferrées, notamment la voie ferrée principale qui traverse le Canada d'ouest en est. Et à travers tout le pays, d'autres communautés ont bloqué les rails en solidarité. Donc c'est toujours d'actualité. Merci beaucoup Marine. Donc on va accueillir Fior, parce que je ne parle pas italien, donc je dis Fiore. Donc qui est anthropologue, responsable aujourd'hui de recherche et de plaidoyer à Survival International, le mouvement mondial pour les peuples autochtones, et qui est également directrice de Survival International France. Je précise qu'il y a aussi dans la salle Laurent Pelé qui peut répondre à vos questions sur le film que l'on vient de voir, mais je voudrais d'abord que Fior présente les actions de Survival et les siennes. Merci. Bonsoir. Je ne sais pas si vous connaissez Survival International, mais je vais présenter l'association et après je vais parler un peu des peuples autochtones et de leur rapport à la nature.
et avec un lien avec les films. Survival est les mouvements mondiaux pour les droits des peuples autochtones. On lutte pour leur survie à travers le monde. On ne dit pas on n'utilise pas la définition des ONG parce qu'on ne pense pas être une ONG. Et ça aussi, il y a par rapport au film, on est un mouvement. Nous, on essaye de changer la manière dans laquelle notre société, les sociétés industrialisées, regardent les peuples autochtones. On veut changer radicalement l'opinion publique parce qu'on pense que la majorité des crimes envers les peuples autochtones ont racine dans nos sociétés. La majorité, par exemple, de la déforestation est causée par les biens qu'on consomme ici en Europe et aux États-Unis. Et la majorité aussi des crimes est causée pas seulement à cause de notre besoin économique, mais sont déterminés aussi par le racisme avec lesquels on regarde les peuples autochtones. En fait, des fois, les peuples autochtones ils sont décrits comme des sociétés primitives qu'il faut absolument développer. Et c'était intéressant dans les films, par exemple, quand on demande à plusieurs personnes de ces peuples autochtones de se scolariser après qu'ils ont volé leur terre et leur mort de vie. Et nous, on pense que les peuples autochtones, et on est convaincus qu'ils n'ont aucun besoin de développement forcé, de notre idée de progrès, qu'ils doivent s'autodéterminer, et c'est à eux de contrôler leur terre, de choisir quel type d'éducation ils ont envie d'avoir, quel type de protection de la nature ils ont envie d'avoir, et qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leur terre. Et comment on fait ça? On essaie de sensibiliser l'opinion publique, on fait des campagnes publiques, on fait des enquêtes. Moi, je suis chercheuse, donc je pars sur le terrain. On passe du temps avec les peuples autochtones. Les processus de consentement que vous avez vu super bien fait dans les films, c'est aussi une chose que nous on fait, parce que pour témoigner des crimes et les abus qu'ils font face, il faut absolument filmer, il faut absolument, par exemple, écrire des lettres avec eux. Donc, il faut absolument faire ces processus de consentement, demander qu'est-ce qu'ils pensent de ça. Et c'est aussi intéressant parce que dans les films, quand ils disent à quoi ça sert un film, et c'est une question que nous posent souvent les peuples autochtones quand nous on les explique que c'est important de faire un film pour expliquer au monde qu'est-ce qui se passe. Nous, on n'a rien d'autre à leur offrir qu'une plateforme pour s'adresser au monde, pour se diriger au monde. Ce que Survival fait, c'est vraiment donner un espace pour que les gens chez nous écoutent la voix des peuples autochtones. Et nous, on pense que c'est fondamental, c'est essentiel qu'on commence à écouter la voix des peuples autochtones parce que ce qu'on a vu dans les films, c'est pas seulement la destruction d'une communauté, c'est la destruction de notre planète aussi. Les peuples autochtones sont les meilleurs gardiens de la nature. Les 90% de la biodiversité du monde se trouve dans des territoires autochtones. Et ils sont en train de perdre leur terre au nom de la... parce que malheureusement, ils habitent dans les territoires les plus riches du monde. Et donc, mais ce n'est pas seulement, comme j'ai dit, une question économique, c'est aussi une question idéologique. Ils sont en train de perdre leur terre au nom du progrès imposé, du développement, et aussi au nom de la protection de la nature, parce qu'il y a plusieurs associations par exemple les WWF, qui poussent pour la création des aires protégées, des parcs naturels ou des réserves des tigres, par exemple en Inde, sans le consentement des peuples autochtones. Et les peuples autochtones, ils sont expulsés de ces terres, ils ne peuvent plus chasser s'ils sont des chasseurs, ils ne peuvent plus pratiquer l'agriculture, ils ne peuvent plus entrer pour continuer leur mode de vie. Et donc, il y a différentes manières de voler leur terre. Mais la chose plus importante, c'est que quand on vole la terre des peuples autochtones, ce n'est pas seulement les faire manquer leur subsistance matérielle, ce n'est pas seulement de la nourriture qu'on parle, c'est vraiment toute leur identité en tant que peuple qui vient perdue. En fait, c'est un génocide. On n'a pas peur d'appeler ce que, par exemple, fait Bolsonaro au Brésil un génocide. Priver les peuples autochtones de leur terre, c'est les éliminer en tant que peuple. La terre, pour eux, il y a une valeur identitaire très forte. C'est pas seulement, comme je dis, de la nourriture. C'est un endroit où ils pratiquent leurs rituels. Il y a les personnes qui sont mortes, qui vont être mises dans leur territoire. Il y a les voyages dans la forêt, ils sont trop importants, surtout pour les chasseurs-cueilleurs, pour expliquer à leurs enfants
en quoi consiste leur culture. Donc, comme on a vu, ce qui se passe quand il y a un vol de terre, c'est vraiment la perte du sens. Qu'est-ce que ça veut dire être et appartenir à ces peuples. Et avec ces pertes, il y a aussi la perte d'un savoir inestimable pour l'humanité. Les peuples autochtones ont des encyclopédies vivantes sur la nature, sur leur forêt. Ils connaissent leur territoire mieux que tous nous, mieux que la science occidentale qui malheureusement, elle va des fois les expliquer comment faire pour protéger leur environnement. Eux, ils connaissent trop bien leur environnement, ils connaissent très bien la nature et ils la protègent depuis des générations. Même les endroits naturels qu'on dit toujours qui sont des endroits sauvages, comme l'Amazonie, vraiment il y a de l'évidence scientifique que tous ces endroits ont été plasmés, formés, gérés par les peuples autochtones depuis des générations. Donc on parle des endroits les plus importants pour nous en termes de biodiversité. C'est pour ça que je crois que la lutte pour les droits des peuples autochtones, ce n'est pas une lutte qui concerne seulement les peuples autochtones. Ça ne concerne pas seulement les peuples, les tribus, les peuples par exemple qu'on a vu dans les films. Ça concerne toute l'humanité, ça concerne notre avenir en tant que société et en tant qu'humanité. Et bon, ça c'est personnellement la raison pour laquelle moi je me suis engagée à Survival quand j'ai commencé. Mais ça c'est aussi la chose que je dis toujours aux gens qui ont envie de s'engager avec nous. On n'est pas un mouvement juste, même si notre slogan c'est le mouvement mondial pour les peuples autochtones. On est ici pour lutter pour la nature et pour toute l'humanité. Et je vais juste vous dire, avant de vous donner la parole, si vous avez quelques questions à me poser, qui par rapport au deuxième petit film qu'on a vu, qui est une autre de notre campagne. Donc, on a actuellement deux campagnes principales. Un contre les colonialistes verts, donc les vols de terre des peuples autochtones au nom de la protection de la nature, de la soi-disant protection de la nature. Parce que, comme vous avez vu aussi dans les premiers films, à un certain moment, il dit oui, il y a les plantations, la déforestation, mais il y a aussi les réserves naturelles dans lesquelles on ne peut pas aller. Donc il y a ces deux types de vols de terre. Mais aussi on travaille avec les peuples non contactés, qui sont des peuples qui n'ont aucun contact pacifique avec la société majoritaire. Ils sont autour d'une centaine dans le monde, surtout dans l'Amazonie brésilienne. Et donc, du coup, dans ces moments-là, critiques pour le monde entier, mais surtout pour le Brésil, après l'élection de Bolsonaro, ils sont en danger parce que leur territoire, l'Amazonie, est en train d'être détruit. Et on a une troisième campagne en lien avec les derniers films, qui c'est contre l'escolarisation forcée des enfants des peuples autochtones, parce que comme l'exemple du Canada, il nous montre, les enfants des peuples autochtones, des fois, ils sont scolarisés de force et ils sont obligés à ne pas parler leur langue et aussi à avoir des hontes pour la culture à laquelle ils appartiennent. Donc ça aussi, ça pose problème parce que toutes les connaissances des peuples autochtones ils vont être perdues et après, ces enfants ils ne veulent plus vivre dans la forêt parce qu'ils ont dit que ça, c'était pas développé. Et donc, ils veulent partir et avec tous les problèmes qu'ils posent aussi pour la famille. Donc, dans ce moment, on travaille sur ces trois campagnes. Et je vous invite, si vous avez envie de lutter avec nous, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou à m'écrire à info@survivalinternational.fr. Et sinon, j'ai mis des brochures qui sont sur la caisse à l'entrée. Donc, c'est tout. Est-ce qu'il y a des questions pour Fior à propos de Survival ou aussi des questions à propos du film? Tu veux dire un mot sur le film? Je vais laisser le micro. Il a un... Vous restez là tous les deux parce qu'il y aura des questions. Bonsoir à tous. Ce film que vous avez pu voir en première partie, enfin globalement, ce que je voulais dire, c'est que concernant, on va s'asseoir, concernant les minorités, c'est un sujet extrêmement difficile à filmer au cinéma, parce que ce qui se passe, c'est que je dirais les Occidentaux, en général, cherchent à avoir une bonne conscience au moment où ils prennent la caméra et pour filmer.
Et c'est ce que Mehdi a voulu éviter, le réalisateur du premier film, parce que lui-même est iranien, il connaît le problème des minorités en Iran, et il s'est dit, si je veux filmer une situation, je vais me retrouver confronté à faire un reportage. Et donc, à partir de ce moment-là, il a décidé avec ses protagonistes de reconstituer la réalité. Tout le film que vous avez vu est une formidable et extraordinaire reconstitution. Parce que si il avait filmé la réalité, ça aurait été une grande platitude. Et pour pouvoir donner le sens et l'essence à l'ensemble des paramètres de cette affaire, qui est une affaire terrifiante, parce qu'en fin de compte, la spoliation des terres, la destruction des lieux de cérémonie, la disparition aussi des cimetières des ancêtres, on peut très bien le filmer comme un reportage. Voilà, on va vous montrer une tombe, on va vous montrer un terrain qui a été piqué, on va vous dire, voilà, il y a un terrifiant personnage, nommons-le, il s'appelle Bolloré, hein, c'est lui qui est à l'origine de toute cette affaire, avec son entreprise. Et après ça a quasiment pas d'impact. Par contre, de faire rejouer, de faire repenser l'affaire, a amené à ce que les uns et les autres prennent encore plus conscience de ce qu'ils ont été au niveau de leur rôle d'opposants, hein, leur rôle de spoliés, et aussi d'avoir une forme cinématographique beaucoup plus écrite. Et donc, concernant les minorités, c'est sûr qu'actuellement, comme tu le disais, ça a le temps pour les minorités. Hein, on est en train de fêter le centenaire de la naissance de Boris Vian, ça a le temps pour le monde, hein, comme il l'avait écrit, ça a le temps pour les minorités, parce qu'effectivement, avec Bolsonaro au Brésil, mais un peu partout à travers le monde, le retour des extrêmes droites et compagnie, c'est assez mal barré. Mais néanmoins, il y a quand même une résistance extraordinaire. Moi, j'ai eu des informations il y a 48 heures du Brésil, parce que j'ai des copains anthropologues qui sont sur le terrain. De temps en temps, ça recule. Et c'est quand même ça aussi qu'il faut mettre en avant, c'est qu'il y a toute une résistance souterraine qui est efficace. Hein, il y a des endroits du Brésil, et notamment dans le nord-est, où ils ont réussi à faire repousser les forces de police. Et la fameuse gendarmerie, la fameuse Pretoria de Bolsonaro. Il y a quand même des réussites. Depuis les 150, du coup, comment ils résistent, comme eux-mêmes ils disent. Nous, on résiste depuis 150 ans, du coup, depuis la colonisation. Donc, ils sont encore là. Survival a été créé il y a 50 ans pour arrêter les... Et heureusement qu'il y a Survival, d'ailleurs. Non, il dit, il y a 50 ans, on était là encore à lutter contre les génocides. Et à ce moment, il y a 50 ans, tout le monde disait que les Indiens au Brésil sont en train de disparaître. Et on est ici 50 ans après, et ils sont encore là. Donc, pour moi, c'est un message. Mais malheureusement, c'est pas seulement Bolsonaro, il a maudit en Inde, Duque en Colombie, c'est partout. Mais comme tu as dit, la violence, je pense, des discours de l'autre côté, ça crée aussi une polarisation du débat. Donc même, c'est pas seulement les peuples autochtones, même la société civile, par exemple en Inde, la société civile est en train de réagir pour la première fois depuis des années. Ils font des manifestations énormes. Donc oui, il y a une résistance et je pense que c'est important de le dire parce que... et la chose que j'ai trouvé intéressante du film, c'est qu'ils sont, et surtout le fait qu'il les fait jouer, c'est de montrer les peuples autochtones comme ils ne sont pas seulement des victimes, ils sont des acteurs de leur propre destin, avec les conditions qu'ils ont, parce que malheureusement, les droits de terre, il y a tous des abus et des crimes, mais la résistance et la capacité de réagir, pour moi, c'est important. Je pense que je ne pourrais pas faire ce travail si je n'aurais pas vu ça dans les communautés dans lesquelles je travaille. Il y a vraiment une force unique. Oui, il y a un optimisme. Et par rapport au premier film, donc Mir, ce qu'il faut savoir, c'est que le cinéma, c'est aussi une arme. Hein, alors, c'est pas une nouveauté, hein, parce que l'un des premiers à l'avoir dit, c'était quand même De Luc. Hein, donc, on est dans les années 20.
c'est que ce cinéma, et le film notamment donc de Mehdi, sa sortie a coïncidé avec un procès. Alors la petite histoire, elle est quand même assez incroyable. C'est que Bolloré, à travers le monde, alors s'il y a quelqu'un de Bolloré qui me le dit, voilà. Ouais, je ne suis pas vraiment pour Bolloré, en plus j'arrive d'un pays qui est complètement colonisé par Bolloré, qui est le Niger. Et donc, faire des actions légales. exactement, exactement. C'est que Bolloré s'est pris une veste juridique, voilà, en procès au Cameroun, et il a perdu un gros procès par rapport à l'exploitation de terres spoliées, encore une fois, pour faire pousser des palmiers d'huile. Et puis en Côte d'Ivoire, il est pas loin de perdre son deuxième gros procès, je crois même, je ne sais plus si c'était en décembre, enfin où ça va être bien proche, toujours pour le même type de production. Et que quand le film de Mir est sorti, la communauté de Tipei, je crois, le principal protagoniste qui joue son propre rôle, Tipei. La communauté de Tipei se retrouve à être contactée par des gens de Bolloré pour avoir des indemnités. Et ils refusent. En disant, mais c'est pas... C'est comme les Canadiens, là, enfin, les Indiens canadiens. Qu'est-ce que c'est que cet argent? On nous a pas demandé de l'argent. Nous, c'est nos terres. C'est la terre de nos ancêtres. C'est des terres sans droits patrimoniaux, sans droits territoriaux. Hein, parce que c'est la tradition, voilà, le premier qui cultive, ça va de famille en famille. Voilà. Bon, et de génération en génération. Et donc le juriste de Bolloré, il est complètement déboussolé. Ça, c'est un truc, il ne l'a jamais appris dans ses cours de droit constitutionnel, de droit civil ou quoi que ce soit. Et là, Bolloré dit, bah alors, et si on redonnait quelques hectares? Il faut savoir qu'avec un demi-hectare, on fait vivre une famille de 15 à 20 personnes. Lui, ce qu'il ne s'est pas rendu compte, c'est qu'avec quelques hectares, c'est bien plus qu'il n'en faut à la communauté de Tipei. Et Tipei, donc depuis 2 ans, se retrouve avec l'ensemble de sa communauté, avec des terrains qui sont restitués. Voilà. Donc, comme quoi, il faut toujours et continuer immanquablement à faire du cinéma, et surtout ce type de cinéma, parce que peut-être une fois sur 100, ça peut marcher. Et il faut toujours y aller, et il faut toujours se battre. Et vive le cinéma documentaire. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Questions, réponses et remarques désobligeantes surtout. Oui. Allô, la technique? Je sais pas. Je sais pas si je vous rejoins, si je parle d'ici du coup. Non, en fait, le film du coup Mir, ça m'a ému parce qu'en fait, c'est une région dans laquelle j'ai travaillé avec exactement ces mêmes personnes, en fait. Et du coup, notamment la personne qui est présentée comme étant responsable de l'ONG de linguistique, qui en fait était mon interprète. Il se trouve que c'est une personne une des seules personnes qui parle anglais en fait dans cette région, qui est fort belle. Mais j'ai trouvé en fait la fabrication du documentaire assez intéressante, sachant que Net, en fait, donc ce jeune homme, c'est un anthropologue en fait, c'est une des seules personnes qui a pu aller à Phnom Penh pour avoir une éducation, on va dire lettrée, parce qu'il avait réussi à avoir une bourse d'études en fait. Et qui est très engagé en fait dans les mouvements de territoire justement. Et alors moi j'y étais en 2012, 2013, et donc l'histoire en fait qui n'est pas mentionnée dans ce documentaire et qui m'a manqué un petit peu à un moment donné. Enfin après je connais un peu la situation et tout ça, mais c'est aussi que en fait à un moment donné donc Bolloré a décidé de faire rentrer d'autres populations sur des territoires en leur proposant des prix moins chers que les terres qu'ils avaient jusqu'à présent, qui étaient dans des zones, on va dire, un peu plus proches de Phnom Penh.
et qui du coup en fait permettait donc à ces personnes d'acquérir de la terre pour moins cher que ce qu'ils avaient, mais qui ne permettait pas au Bunong de récupérer un territoire. Donc en fait il y a eu aussi un conflit social qui était assez important et sur lequel aussi, ce jeune homme était assez mobilisé. Et voilà, c'était juste pour parler un petit peu de cette tournure en fait qu'a pris toute la plantation de caoutchouc, parce que c'est vraiment énorme. Et il y a juste 2-3 endroits qui ont été conservés par Bolloré, notamment un site qui est à Antselberg où est né le monde selon la représentation du Nong, et puis après quelques petits cimetières, on va dire, qui ont été réduits un peu à peau de chagrin. Et donc après voilà, et donc la dimension de fiction en fait, donc de la reconstitution, comme vous avez parlé, je l'ai trouvée intéressante parce qu'elle est assez bien synthétisée. En fait, je trouve qu'elle est assez réaliste en fait, de ce que j'ai pu constater moi. Et j'ai trouvé très très beau en fait le fait de pouvoir les mettre en direct entre guillemets dans une forme de confrontation avec leur propre histoire. Voilà, je trouvais que ça donnait une dimension narrative assez jolie et pour le coup avec réellement cette prise de conscience de la condition dramatique en fait dans laquelle on les a mises. Donc voilà, c'était un petit commentaire. Merci. Et je voulais voilà, un peu vous révéler une anecdote des membres du jury. Alors, on conclut, Karine ? Oui, c'est allez, on conclut. Oui. À toi, Fioré. Ah, je dois conclure. Ouais. Je voulais juste dire, conclure avec un message d'espoir dans ces temps noirs. Et oui, je crois que, pour répondre à ta question, que les jours... Moi, je parle des Européens parce que je ne suis pas européen. Je suis argentine, même si je semble une européenne. Mais je crois que les Européens ils vont descendre à la rue les jours dans lesquels ils ne vont plus pouvoir être libres dans l'idée qu'ils ont des libertés. Je crois que tout comme être humain, et ça c'est une chose que j'ai appris avec les peuples autochtones, on a quelque chose en commun qui est plus fort que la violence et que l'aine et toutes les choses négatives que aussi on a vu dans les films. Quand je suis chez les peuples autochtones, des fois, je pars, pas des fois, souvent on part toute seule, c'est la manière dans laquelle surveille et travaille. Et on va avec un sac à dos et on rentre dans une communauté pour savoir si tout va bien, s'ils ont besoin de nous ou s'ils n'ont pas besoin de nous. Et des fois, j'ai un traducteur, mais les traducteurs, souvent, ils sont dans les moments dans lesquels tu as besoin de ton traducteur n'est pas là. C'est toujours comme ça. Et donc, des fois, je dois communiquer sans parler la langue. Et même si je bouge beaucoup les mains parce que je suis d'origine italienne, des fois, ça ne marche pas. Et donc, je prends avec moi toujours une photo pour les montrer ma famille, mes sœurs, mes parents. Et c'est vraiment intéressant de voir comment ils comprennent et ils commencent à me dire la même chose avec la famille qu'ils ont autour. Et ces choses-là sont des petites choses qui des fois ils te donnent espoir dans la vie parce que je pense qu'on partage quelque chose d'unique qui c'est en fait notre humanité. Et des fois on oublie qu'on est tous humains et qu'à la fin vraiment on n'a pas... c'est pas vraiment de l'idéalisation. Je pense qu'il y a quand on passe du temps avec les peuples autochtones, on se rend compte qu'il y a quelque chose en lien avec la nature, en lien avec notre humanité, qui c'est plus fort et qui est toujours à l'intérieur de nous et que nous on pense ne pas avoir parce qu'on n'a pas l'occasion de réfléchir sur ça, on n'a pas vraiment l'occasion beaucoup de réfléchir parce qu'on vit frénétique, mais il est toujours à l'intérieur de nous. Et donc je pense qu'il est toujours, je crois que j'ai de l'espoir, je pense qu'il est toujours à l'intérieur de nous, on a quelque chose de trop fort qui nous lie tout en tant qu'être humain et que c'est pour ça que la diversité humaine est essentielle pour notre survie, c'est essentiel pour la survie de la biodiversité, du coup de la planète, mais aussi de nous comme humanité. Et donc je vous invite toujours à prendre la diversité, la petite diversité qui est restée chez nous, et la mettre toujours dans tout, dans notre éducation, dans notre manière de voir le monde, dans notre cuisine, et de jamais laisser partir la diversité. C'est ça tout ma message. Alors, si je peux dire une chose, enfin, c'est pas que si je peux,
Je vais rajouter une chose, c'est que Théodore Monod, ce naturaliste infernal, ce marcheur du désert, disait toujours « Sans diversité, il n'y aura plus d'humanité ». Méditez et bonne nuit. Merci beaucoup, Sarah. Le festival continue évidemment demain, après-demain, jusqu'à dimanche. Et à demain avec Laurent.